Alors on se demande avec un CAC 40 aujourd'hui à la mi-journée qui est sous les 7500 points si l'euphorie boursière post-Fed va pouvoir se poursuivre. On s'interroge sur les market movers de la fin d'année avec vous, Xavier Patrolin. Bonjour Xavier. Bonjour David. Ça va? Bien et toi? Bien, président d'Albatros Capital. Pour l'instant, les marchés ne saluent pas spécialement le gouvernement Michel Barnier. On a vu des spreads, l'écart de taux entre la France et l'Allemagne sur le 10 ans est à 80 points de base. On est au plus haut. Donc voilà, il n'y a pas de blanc-seing, loin s'en faut. Non, et c'est sans doute pas fini. Si on écoute d'ailleurs le propos qui me précédait, celui de Nicolas Bavrez, qui est plein de lucidité et souvent de pertinence, l'évolution du spread, c'est-à-dire le différentiel de taux entre la France et l'Allemagne. On était jusqu'à cette dissolution funeste, on était sur 50. Voilà, c'est ça. 0,5%. Et la France en est de 0,5% plus cher que l'Allemagne. Voilà, alors que surtout les ratios, les principaux ratios de la catégorie AA, on est 2 fois plus élevé que la moyenne, c'est-à-dire le déficit budgétaire est 2 à 3 fois plus élevé que la moyenne des AA. Je rappelle, la moyenne des AA à l'échelle mondiale, les déficits budgétaires sont aux alentours de 1,6, nous on est à 6. Ouais. Et les ratios dette sur PIB des AA, en moyenne, en médiane, sont plutôt aux alentours de 50-55 points de PIB. Donc on ne mérite pas notre AA. Donc voilà. Mais on avait, oui, mais on a un point positif, c'est que la dernière fois qu'on a fait faillite, ça remonte à plus de 2 siècles. Donc des signatures qui n'ont pas fait faillite depuis 2 siècles, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. Je rappelle que notre partenaire allemand a fait 3 fois défaut au cours du XXe siècle. Une au moment de la République de Weimar, une au moment de la reddition évidemment, et une au moment de la réunification allemande, puisqu'il a dénoncé les accords de Londres qui l'obligeaient à payer des indemnités de guerre, ce que l'Allemagne n'a toujours pas fait. Donc on est quand même un pays qui a toujours honoré sa signature depuis plus de 2 siècles. Donc ça, c'est pas négligeable dans l'inconscient et le conscient des investisseurs internationaux. Par contre, pour en venir à l'évolution du spread, c'est un point très important, parce que globalement, si on faisait une évaluation à l'aveugle, on a le spread de l'Espagne qui est en moyenne aux alentours de 80 points de base, on y est, et le spread de l'Italie qui est une autre économie malade de la zone euro qui est à peu près à 135 points de base de différentiel. Donc nous, on va probablement se caler entre les deux, toutes choses égales par ailleurs. Sauf si on avait un dispositif budgétaire, c'est-à-dire une consolidation budgétaire très, très pertinente, et avec une stabilité politique que l'on n'a pas. Donc la consolidation budgétaire, on ne l'aura probablement pas, on va bricoler, et la stabilité politique, tu connais mieux que moi la situation. Donc on va avoir une lente dérive. Et ça, pour ce qui nous concerne, c'est-à-dire les marchés actions, évidemment, ça va peser sur la prime de risque du marché actions au sein de la zone euro. Bon, on se dit que l'euphorie post-Fed, en tout cas pour le CAC 40, est derrière nous. D'ailleurs, on a eu beaucoup de résultats, d'alertes sur résultats, mais pas seulement en France. On a eu FedEx aux États-Unis, on a eu Mercedes sur les marges. C'est assez violent ce qui s'est passé chez Mercedes. Est-ce que d'autres, comment on l'explique? Est-ce que d'autres alertes sur résultats, d'autres avertissements sont possibles? Est-ce que ce n'est pas une épée de Damoclès? Est-ce que ça vous surprend? Alors, pour ce qui concerne Mercedes, c'est l'économie malade de l'économie mondiale. Il y a plein d'économies malades, mais l'économie malade de l'économie mondiale, c'est évidemment l'empire du milieu. L'empire du milieu n'a pas su sortir du Covid en retrouvant la tonicité qui prévalait. Le taux de chômage chez les jeunes, qu'ils soient diplômés ou pas diplômés, est relativement élevé. Chez ceux qui sortent de l'université, le taux de chômage est aux alentours de 18%. C'est énorme. Donc il y a un problème de demande, structurel en Chine, pardon. Et donc ça, c'est typiquement tous les acteurs qui sont indexés sur l'économie chinoise, donc le secteur automobile, Mercedes, Volkswagen, mais aussi le secteur du luxe, puisqu'il y a des modifications de comportement sur le secteur du luxe. C'est un luxe peut-être plus encore sélectif, moins quantitatif, mais plus qualitatif, donc ça pèse. Et puis FedEx, tout simplement parce que l'économie mondiale, on a une économie mondiale, au fond, si on devait résumer vraiment à l'excès, c'est une économie mondiale qui est en récession du point de vue industriel et qui est en phase de décélération du point de vue des services. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est en récession mondiale. Hein. Tous les organismes internationaux anticipent encore une amélioration sur 2025-2026. Mais transitoirement, les choses ne sont pas bonnes. Et la question, c'est, comme on est sorti du Covid avec des niveaux de marge beaucoup plus élevés que pré-Covid, évidemment, la formation des prix, le fameux pricing power qui a permis à beaucoup d'entreprises à travers le monde, y compris éventuellement même dans le secteur industriel, de tenir les prix, est-ce que ce niveau de marge est soutenable? Et on commence à avoir des érosions, c'est-à-dire que le consensus des bénéfices, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Europe,
alors ça ne touche pas les GAFA, hein, mais commence à éroder le niveau des marges parce que les volumes ne sont plus là. On est en volume négatif, donc les prix, quand tu es en volume, tu as tendance à relâcher un peu sur les prix, donc tu relâches sur les prix. Donc pas de potentiel d'appréciation sur les bourses européennes et ou américaines, sachant que les Américains, eux, sont quasiment proches des records. Voilà, le cycle de taux est important. Hein. C'est-à-dire que du point de vue des perspectives bénéficiaires, elles sont distinctes quand même. Aux États-Unis, on continue à avoir des révisions. Un trend de croissance bénéficiaire, même si on a des warnings, on a un trend de croissance bénéficiaire, ce n'est pas le cas en Europe. En Europe, on est sur un trend de croissance très faible, stagnant, voire même en déflation. Le seul secteur qui échappe à ça en Europe, c'est le secteur bancaire. Le secteur bancaire est quasiment immune. Il offre des performances bénéficiaires totalement singulières par rapport au reste de la cote. Ce qui explique au fond sa performance peut-être depuis le début de l'année. Donc du point de vue micro, du point de vue des résultats d'entreprise, il faut être prudent, tout simplement. Alors évidemment, c'est la palisse de le dire. Tout simplement parce que le niveau de marge auquel on est aujourd'hui est un niveau élevé et il y a une grosse interrogation dans une croissance économique qui n'est pas très, très atone. Pour l'instant, ce qui se passe en Chine, c'est plutôt bon du point de vue de l'inflation mondiale, puisque c'est un choc déflationniste, mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est si ça continue, si au fond les plans de relance qui se suivent en Chine ne sont pas suffisamment efficaces, et bien à ce moment-là, le cas chinois va finir par peser. Souvenons-nous que la Chine était quand même la locomotive de la croissance de ces 10-15 dernières années, la croissance de l'économie mondiale. Donc ça va poser une question. Bon, après, l'autre question, c'est ce qui va se passer sur les taux d'intérêt. Autant les 50 points de base ont surpris quand même pas mal de gens parce que c'était assez agressif, autant ce qui reste de baisse de taux sur cette année, tel que anticipé par les dot plots, les prévisions anonymisées des membres du board de la Fed, c'est 50 points de base de baisse de taux cette année, plus 100 points de base en 2025. C'est pas très agressif, c'est pas spécialement bon pour les marchés, ça, marché action. Alors ça dépend, il y a plusieurs configurations par le passé de baisse des taux. En général, la dernière configuration de baisse des taux assez violente comme ça, c'est quand tu as un risque de liquidité. C'est-à-dire quand tu enclenches... C'est pas violent ça. 100 points de base cette année, plus 100 points de base l'an prochain. Ah bah si, 100 points de base cette année, c'est super violent. Ouais. Non, je pensais plus à l'an prochain en l'occurrence. Alors non, effectivement, l'an prochain c'est moins violent. Mais tout dépend. Alors, tu vas me dire, je coupe il y a deux variables pour la Fed. Il y a l'inflation et le taux de chômage. Pour l'instant, les marchés achètent le scénario de l'atterrissage en douceur. C'est-à-dire que la Fed est capable, entre guillemets, de faire refluer l'inflation sans dégrader le marché du travail. Et là, il y a peut-être un éléphant dans le magasin de porcelaine. C'est-à-dire qu'au fond, le marché du travail n'est pas tout à fait celui qu'on croyait. Tu vois, le taux de chômage aujourd'hui, il est à 4,2. Ouais. Mais c'est un taux de chômage avec un taux d'activité qui n'est pas le même que celui qui prévalait post-Covid. Il est plus bas. Et oui, il est plus bas. Donc, si on fait un taux de chômage iso taux d'activité, c'est-à-dire avec le même taux de participation, en réalité, il est plus élevé. Et oui, il est à 4,8. Ce qui fait dire d'ailleurs à un gouverneur de la Fed la semaine dernière que le marché du travail américain n'est pas retourné à la situation. Souvent, on entend dire tout se passe bien. Non, le marché du travail aux États-Unis n'est pas retourné à la situation qui prévalait pré-Covid. Donc on a un marché du travail qui est peut-être en train de se dégrader. On l'a vu trop beau, il est peut-être en train de se dégrader. Et ça peut expliquer pourquoi la Fed a accéléré brusquement le pas mercredi dernier, parce qu'elle anticipe sur 2025 une dégradation du marché du travail. Donc, serait là. Voilà, pour l'instant, Jérôme Powell a dit non, tout va très bien. Et d'ailleurs, il avait du mal à répondre aux questions des journalistes. Les journalistes lui disaient mais il se passe quoi? Pourquoi vous passez à 5 ans? On s'attendait à 25, vous nous dites que tout va bien et vous passez à 5. Oui, mais il dit c'est une normalisation, l'inflation, machin truc. Non, il y a peut-être quelque chose d'autre. Et donc ça, c'est quelque chose vraiment à suivre. Parce qu'à ce moment-là, pour répondre à ta question, si le marché du travail se dégrade tel que c'est, eh ben, c'est plus un atterrissage en douceur, c'est une probabilité de récession qui arrive. Et donc à ce moment-là, si tu as une baisse des taux un peu behind the curve, c'est-à-dire un peu en retard par rapport à un risque récessif, c'est pas bon pour les marchés actions. Si par contre tu as une baisse des taux de 50 points de base et que tu as un atterrissage en douceur, au fond que tout se passe bien, là c'est super bon parce que la prime de risque sur les marchés actions va continuer à baisser, donc c'est un facteur de soutien et globalement c'est un facteur de soutien pour les marchés américains sera, même si ce que j'ai dit en préambule sur le spread France-Allemagne jouera, c'est aussi un facteur de soutien pour les marchés actions dans le monde. Entre les marges, on finit là-dessus, entre les marges et les taux, quelque part, il n'y a rien de bon pour le marché actions. Sur les taux, non, effectivement, on a plutôt une dégradation. Sur les spreads, il faut savoir ce qui va prévaloir.
pour la France. Pour l'instant, on a une dégradation du spread, mais dans un mouvement de baisse des taux nominaux mondiaux. Donc, au fond, le coût de financement de l'économie française en instantané, il est à 2,9, ça va, il n'y a pas de problème. Si par contre, on avait une tension obligataire mondiale, au fond, que ça se passait, il y a une tension obligataire mondiale, plus un spread France-Allemagne. Ça sera problématique. Alors à ce moment-là, on aurait un coût de financement de l'économie française qui se rapprocherait, je ne sais pas. Je ne te sens pas haussier sur les marchés actions. C'est ça ma question, en fait, quand je disais l'évolution des marges des multinationales, pas spécialement la France, et l'évolution des baisses de taux à venir. Non, je suis pas super. Non, je suis pas super inquiet parce que, en définitive, pour te rassurer, si on prend les déciles de valorisation, c'est-à-dire comment les valorisations historiques se comportent sur une quinzaine, une vingtaine d'années, on est sur des déciles de valorisation qui sont aux alentours de 40-50%. Ça veut dire il n'y a que dans 50% des cas que les valorisations ont été supérieures. Donc le marché, il est d'une certaine façon fair value. Ok, à son prix. Il est à son prix. Ce qu'il faut suivre, par contre, je pense, en termes sectoriel, c'est là où il y a peut-être, entre guillemets, de l'argent à faire. Je n'aime pas tellement cette expression. C'est qu'au sein des secteurs, il y a peut-être des divergences qu'on a connues sur les 10-15 dernières années qui sont en train de se réduire. Au fond, le secteur gros, qui était indexé sur l'économie chinoise, luxe, marge, tout ça, est en train de souffrir et probablement de manière structurelle, à l'inverse des secteurs plus value, plus faible marge, voire même le secteur bancaire, bizarrement, sont en train de sortir de cette cure au niveau des fonds propres post-Lehman et sont en train d'afficher des performances qui sont supérieures en termes bénéficiaires. Donc peut-être regarder plus du côté des ratios de valorisation, c'est faire un comportement un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on a fait par le passé, c'est plutôt regarder des ratios de valorisation plutôt faibles, évidemment éviter les sociétés leveragées, trop leveragées, et commencer à prendre ses bénéfices sur les sociétés qui ont été un espèce de paradis de la performance depuis au fond une quinzaine d'années. En 10 secondes, sur l'once d'or à 2600 $, on fait quoi ? Là, c'est vraiment une stratégie de diversification, c'est-à-dire qu'on fait ce que font les grandes banques centrales à travers le monde, notamment les banques centrales type Russie, Chine, Inde, c'est-à-dire dans le fameux concept de dédollarisation du monde, avec au fond une dualité de l'économie mondiale, la réserve en or détenue par les banques centrales devient la deuxième réserve, c'est-à-dire l'euro est passé en troisième position. Et les banques centrales continuent à acheter de l'or. Donc ça, il faut faire la même chose. Il ne faut pas se poser trop de questions. Pour te faire un résumé, la Chine et la Russie ont acheté sur 10 ans pas loin de 1200 tonnes d'or. La Turquie, 400-500 tonnes d'or. Donc ça veut dire que les uns achètent 40 tonnes d'or par an, les autres, c'est 120 à 130 tonnes d'or par an. Il faut continuer. Donc c'est pas fini. Et puis pour ceux qui sont vraiment joueurs, mais là, regardez le Bitcoin, parce que peut-être que le Bitcoin, d'ici 15, 20, 30 ans, on n'a pas vu pour l'instant de banque centrale détenir du Bitcoin comme monnaie de réserve, mais je note que les États-Unis, le département d'État du Trésor américain est le premier détenteur de Bitcoin dans le monde, puisqu'il les a détenus au travers d'opérations juridiques. Et pour l'instant, il les détient, il ne les vend pas. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais, donc, oui, l'or, c'est un concept intéressant, et c'est d'autant plus un concept intéressant que peut-être qu'on a été trop vite dans le thème que l'inflation refluait. Regarde ce qu'a dit Christine Lagarde vendredi, ou ce qu'ont dit Jérôme Powell et Christine Lagarde il y a 1 an et demi. L'inflation a été structurellement modifiée. C'est-à-dire que le régime d'inflation ne sera plus le même que celui qui précédait pré-Covid. Donc ça sera plus instable. Donc s'il est plus instable, on peut avoir des évolutions, on peut avoir des petites remontées d'inflation, démondialisation, affrontements entre États, chaînes de valeur, tout ce que tu voudras. Et donc là, tu te protèges avec l'or. Donc remonter une poche d'or dans sa stratégie, à mon avis, c'est loin d'être ballot. Donc, de ne pas se dire ça a pris plus de 20% depuis le début de l'année, il ne faut pas y toucher. Beaucoup d'investisseurs ont fait ça, ont vendu, mais ils ont eu en face les banques centrales. Bon, merci beaucoup. Point de vue signé Xavier Patrolin, président d'Albatros Capital. Merci. Merci.